Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, notre objectif, c'est quoi? Eh bien, c'est de voir pourquoi est-ce que l'Occident ne livre pas d'avions de chasse occidentaux aux Ukrainiens. Comme vous le savez, le 14 mai dernier, le président Zelensky, président ukrainien, est venu à Paris. Il y a eu des annonces autour de la livraison d'engins blindés, mais encore une fois, aucune annonce pour le moment de livraison d'avions de combat. C'est pourtant une des premières choses qui a été réclamée par le gouvernement ukrainien. Ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est de voir autour de 5 points pourquoi est-ce que cette livraison qui va arriver, et je m'engage complètement, un jour l'Occident livrera des avions de chasse modernes à l'Ukraine. C'est obligatoire, c'est nécessaire. Si l'Ukraine continue d'exister, il faudra qu'elle puisse continuer à se défendre et à ce moment-là, il y aura cette livraison. Mais pourquoi est-ce que cette livraison n'arrive pas? Juste après le jingle, nous allons voir la partie technique, la partie logistique, mais beaucoup plus importante, les parties politiques extérieures, politique intérieure et l'influence forcément du complexe militaro-industriel. Et ensuite, un sujet qui m'est cher, sur lequel j'ai beaucoup partagé sur Au-delà de l'Ukraine, le mythe de l'avion de combat, mais également le rôle des médias. Allez, jingle. Roger, ball. Si vous n'y êtes pas passé depuis plusieurs semaines, je vous encourage à venir voir notre site web debrief.org sur lequel il y a pas mal de choses à voir et notamment toute une partie blog où nous classons les vidéos. Donc si vous avez du mal à vous y retrouver dans la jungle des vidéos YouTube, n'hésitez pas à venir directement sur debrief.org. Vous pourrez voir tout ce qu'on propose, des livres, mais également des formations, des séminaires. D'ailleurs, les dates du prochain séminaire en mai 2024 ont été arrêtées. N'hésitez pas à nous écrire. Et également, vous pourrez retrouver les vidéos classées par thématique. N'oubliez pas également que nous avons maquin.tv qui fait son retour en force en cette fin mai avec du contenu exclusif et du contenu qui sera toujours en avance par rapport à YouTube avec des interviews absolument fascinantes à retrouver. Mais on retourne à notre sujet. Pourquoi est-ce que cette livraison d'avions de combat se fait toujours attendre? Dans un premier temps, l'argument que vous avez tous entendu partout, c'est le côté technique et la formation des pilotes et des mécaniciens. Rappelez-vous, ça fait des mois qu'on explique sur le plateau. Alors oui, il faut plusieurs mois pour former un pilote de chasse, pour transformer un pilote de chasse, mais également pour les ingénieurs et forcément les mécaniciens. Ça prend du temps. Mais depuis le temps qu'on en parle, on aura le temps d'en former. Juste pour faire très simple. Donc oui, il faut former le personnel navigant, les pilotes, avec une transformation qui peut être de quelques mois pour un pilote qualifié, expérimenté, ou une formation dite ab initio, pour quelqu'un qui a, on va dire, 18 à 25 ans et qui veut rejoindre son armée en tant que pilote. Une formation ab initio jusqu'au moment où vous êtes opérationnel, qui peut prendre 2 à 3, 4 ans. Ça, c'est un fait. Ensuite, les mécaniciens, plusieurs années de formation également, mais voilà, ça fait déjà un paquet de mois. Donc il y a cet aspect-là, qui n'est pas en soi bloquant, vu où nous en sommes dans le conflit. Le deuxième point, c'est le côté logistique. Oui, vous allez livrer un aéronef ou plusieurs types d'aéronefs. Il va falloir pouvoir gérer toutes les pièces détachées, l'entretien, les révisions des réacteurs, toutes ces choses-là. Mais le plus important, ce sont les moyens, les terrains et leur accessibilité. Le gros point fort des Ukrainiens est qu'ils avaient du matériel d'origine soviétique qui, comme les MiG-29 ou Sukhoi 25, ont été réfléchis, ont été dès la conception pensés pour des environnements très hostiles avec une météo complexe et une préparation des surfaces au niveau des pistes ou des autoroutes et des routes qu'ils vont utiliser, très sommaire. Vous avez donc des avions qui sont assez bien résistants à ce qu'on appelle le FOD, Foreign Object Damage, donc tout ce qui est dégâts par des cailloux, des graviers ou des morceaux par terre. C'est un peu tout la même logique du côté de l'aviation occidentale. Et donc, pour pouvoir déployer des avions occidentaux, comme des F-16 ou des Mirage 2000, qui, regardez, les trains sont très sensibles, sont pas très costauds et sont avec des entrées d'air assez proches qui peuvent aspirer des cailloux, eh bien, ça nécessite une préparation de ces terrains. D'ailleurs, en janvier-février dernier, le ministère ukrainien a annoncé qu'il travaillait à ça. Ensuite, ces bases, il en faut plusieurs.
Ce que les Ukrainiens ont très bien fait au début de la guerre, c'est cette guérilla aérienne, où tout de suite ils n'ont pas gardé tous leurs aéronefs concentrés à un endroit, ce qui les rendrait vulnérables à une attaque massive russe. Ils les ont tout de suite éparpillés. Et donc le fait d'avoir des avions un petit peu partout, il faut donc une multitude d'endroits qui peut accueillir ces aéronefs et il faut les protéger. Oui, parce qu'un avion de chasse moderne, là où c'est, j'ai envie de dire, le plus vulnérable, c'est au sol. On le voit régulièrement avec les Russes qui se font saboter des aéronefs au sol, ou au début de la guerre, qui se faisaient attaquer leur base par des missiles sol-sol, par exemple, qui peuvent faire de très gros dégâts, ou également par des drones. Donc vous avez besoin de protéger vos bases, d'en avoir plusieurs, qu'elles soient un standard de finition qui permettent aux avions occidentaux de s'y poser et d'y être opérés. Et ensuite, forcément, il faut les protéger avec différents systèmes solaires, tout en sachant que si vous faites face à une attaque massive, ça va être très très dur. On le voit en ce moment avec le cas d'Israël, pour ne pas dire impossible en fait de retenir toutes les attaques. Donc il faut une multitude de bases. Ensuite, toujours d'un point de vue logistique, si vous voulez que votre arme aérienne puisse donner son plein potentiel, il faut tout un réseau de radars au sol, mais si possible également des AWACS, des avions radars en l'air, pour détecter des menaces aériennes à basse altitude. Et si vous voulez maintenir une permanence régulière dans le ciel, des ravitailleurs qui peuvent très rapidement être attaqués. À l'heure actuelle, tout ça, ce n'est pas utilisé par les Ukrainiens dans une logique occidentale. Surtout si vous avez des avions type, on va dire Mirage 2000 ou des petits chasseurs, même du F-16, avoir des avions ravitailleurs peut aider. Maintenant, ce n'est pas du tout à court, moyen terme dans les papiers pour l'Ukraine, mais c'est des choses à prendre en compte. Donc toute cette partie logistique qui est très complexe et forcément toute la chaîne logistique, les réacteurs, les pièces, toutes ces choses-là qu'il faut pouvoir amener au plus près des avions et encore une fois à plein d'endroits différents. Donc il faut la ressource mécano à chacun de ces terrains. En 1, donc on a dit le côté technique et RH. En 2, ce point de vue logistique et protection, infrastructure. En 3, la politique externe. Alors, comme vous le savez, l'Occident est sur une ligne qui est fournir des armes aux Ukrainiens pour qu'ils puissent se défendre, pas pour qu'ils puissent attaquer, même si le Storm Shadow, et on vient de voir des photos publiées là, sur Internet de frappes qui ont eu lieu, on peut en reparler, et on en reparlera d'ailleurs vendredi sur la chaîne. On parlera de l'arrivée du Storm Shadow. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez demander à des utilisateurs de respecter deux règles, la BSA ou la BCA, Border Shot Authority ou Border Cross Authority, vous autorisez à tirer au travers d'une frontière ou d'une ligne de front, vous autorisez à traverser une frontière ou une ligne de front. Je pique tout ça dans le détail au-delà de l'Ukraine. Mais l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est de dire à vos pilotes, vous n'avez pas le droit d'aller de l'autre côté de la ligne de front, vous devez rester de notre côté. Ou alors, vous n'avez pas le droit d'engager quelque chose qui est de l'autre côté de la ligne de front. C'est des choses auxquelles on s'est sensibilisé en tant que pilote. Et donc, j'ai envie de dire d'un point de vue politique, si vous avez confiance dans la personne à qui vous livrez le matériel, il n'y a pas de raison qu'il ne le respecte pas. Les Américains sont connus pour surveiller tout ça de très près. Il y a eu une crise avec des tirs entre le Pakistan et l'Inde il y a quelques années, avec notamment un MiG-21 abattu, peut-être un F-16 également, on ne sait pas. Eh bien, ce qui est sûr, c'est que derrière, les Américains ont fait un rappel à l'ordre pakistanais en leur disant « Vos F-16 ne doivent pas être déployés dans des FOB, Forward Operating Base, proches de l'Inde. Ça ne fait pas partie de nos contrats. Vous avez acheté des F-16, vous les utilisez, vous faites la maintenance, mais vous n'en faites pas ce que vous voulez. » Il y a vraiment cette notion de contrôle quand on donne de l'armement, surtout les Américains. Derrière, ils veulent contrôler ce que vous faites avec. Donc la politique externe est, on va dire, cette peur que ça serve d'escalade ou que ce soit perçu comme escalatoire. Je pense qu'il y a un déplacement de la norme depuis le début et ce n'est pas vraiment ça le fond du sujet. Ça peut être un sujet qu'on met en avant, forcément ça rentre en considération, mais le technique, le logistique, la politique externe, honnêtement, à ce stade de la guerre, je ne pense pas que ce soit les vraies raisons. On va attaquer les autres raisons maintenant. Politique interne et l'influence du complexe militaro-industriel. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que les avions de chasse, c'est perçu comme quelque chose d'extrêmement puissant. Et juste après, on parlera du mythe de l'avion de chasse et pourquoi il y a ce mythe. Mais quand vous avez cette puissance, quand vous avez cet aéronef qui coûte une fortune, il faut d'une certaine manière qu'il justifie son prix, qu'il justifie sa valeur. Également, on annonce en Occident à nos citoyens qu'ils sont protégés en partie grâce à notre supériorité technologique que nous offrent ces avions extrêmement chers, produits de manière souveraine. Ça veut donc dire que si demain, on livre des Mirage 2000, si demain les Américains qui ont rouvert la chaîne de production pour des clients export livrent des F-16 et qu'il y a de l'attrition, qu'il y a des pertes sur ces Mirage 2000, qu'il y a des pertes sur ces F-16, d'un point de vue politique interne
en Occident, ça va être très compliqué de justifier les investissements, de justifier des programmes à plusieurs dizaines de milliards de dollars, à justifier des achats de quelques aéronefs hors de prix auprès du citoyen, puisque la survivabilité de ce matériel dans un conflit de haute intensité ne sera pas du tout démontrée. Au contraire, elle sera prouvée comme étant des éléments marketing qui ne résistent pas à la réalité du combat. Or, ce combat, c'est le combat de l'Ukraine contre la Russie, et ce n'est pas du tout, normalement, les types de conflits dans lesquels l'Occident déploie son arme aérienne. L'Occident va déployer son arme aérienne de manière shock and awe. Ils vont arriver de manière vraiment très supérieure, avec 1500 ou 2000 avions dans les premiers jours, et écraser l'adversaire d'entrée de jeu grâce à l'arme aérienne. La logique de la supériorité et de la valeur de l'avion de chasse moderne occidental n'est pas prévue pour arriver comme ça au milieu d'un conflit face à un adversaire et presque se battre d'égal à égal. C'est pas comme ça que ça a été intellectualisé. C'est pas comme ça qu'on souhaite l'utiliser. Il y a tout un package stratégique qui va autour, et donc nos avions ont une très bonne survivabilité dans les conflits pour lesquels on les utilise et dans les cas où on décide d'aller chercher le combat. Dans le cadre de l'Ukraine, forcément, il faut être franc, il y aurait beaucoup plus d'attrition. Et d'un point de vue politique interne, dans les démocraties occidentales, ce serait très très dur à défendre. Et forcément, je pense que ça ne ferait pas très plaisir au complexe militaro-industriel, surtout quand des chaînes ont été rouvertes pour vendre des F-16 à l'export. Petit aparté, si vous me dites, oui, mais d'un point de vue RH, ça va être compliqué, ou il peut y avoir une peur également que les Russes disent que les Occidentaux mettent des pilotes ou des mercenaires dans ces avions, blablabla. Je voudrais juste vous montrer un point très simple. Le Qatar, par exemple, ils ont acheté des Typhoon, ils ont acheté des Rafale, ils ont acheté des F-15. Pourquoi est-ce qu'ils ont acheté ces trois types d'aéronefs? Parce que comme ça, en permanence, sur leur base, il y a des Européens, il y a des Américains, il y a des Français, et ils savent qu'ainsi, ils font une sorte de dissuasion politique face à leurs adversaires et que jamais leur base ne sera attaquée, puisqu'il y a en permanence des Occidentaux. C'est un autre moyen, si je puis dire, de faire ce type de politique, mais vous faites ça avant un conflit, ce qui permet d'anticiper et d'éviter le conflit. Bref, je développe tout ça en bouquin. Mais là maintenant, ce sur quoi je veux finir, c'est sur le mythe de l'avion de combat. Le mythe de l'avion de combat, il a été créé vraiment... Alors, il y a une première partie pendant The Few, la bataille d'Angleterre dans les années 40. Winston Churchill a dit « Jamais dans l'histoire de l'humanité, tant d'hommes ont dû autant à si peu », parce que quelques centaines de personnes de la Royal Air Force ont protégé l'Angleterre d'une invasion nazie. Et ensuite, derrière, vous avez eu l'avènement des bombes intelligentes, des fameuses frappes chirurgicales, la guerre en direct en 1991 avec la guerre du Golfe, où on vous a montré que les Américains arrivaient à faire des frappes chirurgicales, et depuis, eh bien, on dit que la technologie américaine, la technologie, ensuite derrière on a suivi occidentale, est tellement forte et tellement efficace que c'est vraiment la Wunderwaffen du champ de bataille, et que dès qu'on envoie des avions de chasse occidentaux, ça fait le job, directement, ça va détruire tout l'ennemi. À partir de là, les médias notamment ont été très actifs dans un énorme bashing des forces aériennes russes depuis le début de la guerre. Encore il y a 2 jours, je vous ai une réaction à l'actualité autour des 4 aéronefs qui ont été perdus. Nous savons tous, dans le métier, que lors d'une guerre de haute intensité, il y a des pertes. Sauf si vous arrivez à ne pas rentrer en conflit de haute intensité, comme lors de l'invasion de la guerre du Golfe, parce que vous arrivez tellement fort initialement que vous prenez l'avantage, et donc en fait, vous faites la haute intensité pendant quelques jours, vous éclatez l'adversaire, et ensuite derrière, eh bien, vous êtes sur presque un conflit asymétrique. Chose que les Russes n'ont pas pu faire, chose que les Ukrainiens n'ont pas pu faire. Vous êtes donc maintenant sur 2 armées qui n'arrivent pas trop à prendre l'avantage l'une sur l'autre. Si vous amenez de l'aéronef à ce moment-là, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, il ne va pas être dans un cas où il va pouvoir excellemment briller, sauf si on en emmène 400 d'un coup, mais là on fait une énorme contre-attaque. Donc qu'est-ce que j'essaie de vous dire? Ce que j'essaie de vous dire, c'est que dans la mesure où on a énormément critiqué les quelques pertes d'aéronefs russes dans les médias occidentaux, comment est-ce que l'on va pouvoir défendre d'éventuelles pertes d'avions occidentaux? Ce qui nous amène à la vraie raison, si vous voulez mon avis personnel, mais tout sens, et là ça n'engage absolument que moi, la raison pour laquelle nous n'avons pas encore livré d'aéronefs occidentaux en Ukraine, eh bien je pense que c'est tout simplement parce que nous serons prêts à sauter le pas au moment où nous savons qu'au vu des forces en présence, et notamment au niveau de la fatigue, l'affaiblissement russe,
en termes de missiles, en termes de capacité, en termes RH, eh bien, l'arrivée de ces avions occidentaux pourrait être marketée, c'est vraiment du marketing, comme la Wunderwaffen, l'arme merveilleuse qui aura fait basculer la guerre. Et derrière, l'histoire est écrite par les vainqueurs, on pourrait expliquer que c'est grâce à la livraison de ces avions de chasse que ça a permis de retourner le cours de la guerre et donc ça justifie des programmes qui coûtent des fortunes. Du côté américain, ça paraît logique et tout le monde dira, en démocratie occidentale, c'est merveilleux, je comprends tout à fait que mes impôts servent à créer ce genre d'avions disponibles seulement en petit nombre parce que dès qu'on les engage, ça bascule tout. À l'heure actuelle, c'est sûrement trop tôt pour avoir cet effet final recherché, ce qui nous amène donc à avoir essayé d'avoir trouvé d'autres Wunderwaffen, si vous regardez dans le traitement médiatique, les chars, les missiles, ce genre de choses, on voit bien que ça n'a pas dramatiquement fait basculer la guerre, ou à le moment où je vous parle, on est toujours sur une ligne de front qui ne bouge pas, contrairement à beaucoup d'analyses qu'on a pu entendre. Toujours est-il, vous savez que sur cette chaîne, je me veux apolitique, j'essaie d'être purement technique, mais j'essaie toujours de ramener ça vers notre défense. Je suis français, je suis canadien, mais j'ai servi dans l'armée française. Ce qui m'intéresse, c'est la protection de la France, protection du citoyen, protection de la nation, protection des intérêts. C'est notre objectif macro et en tant qu'officier, nous y sommes parfaitement alignés. De toute façon, on rejoint l'armée pour ça. Mais, point important, le parallèle qu'on peut y voir, c'est qu'à partir du moment où vous avez une armée qui commence à réduire sa taille, toujours pareil, cette inertie RH, cette capacité à remonter va être extrêmement longue. Et là où elle est le plus longue, c'est avec l'arme aérienne. Et là, vraiment, j'insiste. Pour que l'arme aérienne puisse être impactante et qu'on ait d'excellents résultats sur le champ de bataille, c'est pas 5, 10, 15, 20 avions qu'il va falloir livrer, c'est à minima une trentaine d'avions avec des équipages formés. Et c'est donc, par rapport aux compétences actuelles, un gros gap capacitaire. Quand vous êtes engagé au combat, vous avez vos forces qui sont engagées, vous ne pouvez pas à la fois vous battre et former cette relève. Ce qui fait donc que vous devez en permanence maintenir une armée de l'air, un pool de compétences qui ait une taille critique qui permette à la fois de répondre à l'opérationnel et également de faire de l'organique ou de la formation en même temps si besoin. Je pense que si l'armée de l'air ukrainienne avait eu un format plus gros, cette transformation sur avion occidental aurait sûrement pu ou pourrait sûrement intervenir plus tôt. Pourquoi? Parce que, in fine, l'état final recherché de tout ça, c'est quand même à terme que l'armée de l'air ukrainienne puisse se protéger, un pays qui est plus grand que la France, en permanence contre d'éventuelles attaques russes. Il faut donc à terme les amener vers des gros volumes aéronautiques. Mais ça va prendre du temps. Et si on a bien un exemple en Europe d'un pays qui a accepté de réduire sa taille en dessous d'une masse critique et ensuite qui s'est rendu compte qu'il avait fait une erreur, qui a essayé de faire marche arrière, c'est la Royal Navy. La Royal Navy, il y a quelques années, a dit « on arrête les porte-avions ». Ils ont complètement arrêté, ils ont viré tout le monde, ils ont envoyé dans l'Air Force où ils sont partis à gauche, à droite. Et là derrière, ils se sont rendus compte, zut, on a besoin de porte-aéronefs. Ils ont fabriqué 2 porte-aéronefs. Qui est venu armer et qui arme encore les porte-aéronefs? Les Marines américains. C'est les USMC, c'est les Marine Corps qui sont venus sur les porte-aéronefs britanniques pour aider à retirer vers le haut les Britanniques qui avaient perdu en quelques années seulement toute capacité RH à se battre. Donc au final, la leçon à retenir pour nous, c'est qu'il faut en permanence maintenir ce volume, cette masse critique, pour pouvoir faire face à tout type de scénario militaire, que de manière générale dans l'Occident, nous voulons utiliser l'arme aérienne pour tomber sur l'adversaire d'un coup sec et passer en guerre asymétrique dans la foulée. Et là, ce n'a pas été le cas en Ukraine. Donc nos aéronefs occidentaux, s'ils étaient prêtés, s'ils étaient livrés aux Ukrainiens, ne pourraient pas profiter, on va dire, de cet élan, ne pourraient pas profiter de cette prise d'avantage initiale et ça va donc les amener vers de l'attrition. Attrition qui est mauvaise en marketing pour le complexe militaro-industriel, mais également d'un point de vue politique en interne dans les démocraties, ce qui freine forcément notre volonté à livrer du matériel de très haute technologie occidentale aux Ukrainiens. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous partager sur ce sujet. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Dans tous les cas, hier, vous avez dû voir la vidéo sur le porte-avions. Si vous ne l'avez pas vue, allez la voir, elle est super sympa. On a très bien monté avec Hugo. Et vendredi, je vous donne rendez-vous à 11 h pour une vidéo sur le Storm Shadow. Pas mal de choses intéressantes à dire à ce sujet-là. Et on se retrouve après lundi, vendredi, vous le savez, sur la chaîne. Et on a remis au goût du jour tout ce qui est e-learning sur AT.teachable. N'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil si vous vous intéressez à la chasse embarquée ou si vous voulez vous préparer pour des entretiens. Allez, fly safe.